Avec vous sur Sud Radio, un invité très particulier aujourd'hui qu'on est ravi de recevoir, Serge Moati. Bonjour, réalisateur, bonjour. Producteur, cinéaste, parce que c'est un véritable film que vous nous proposez ce soir, Mitterrand et la télévision. C'est à 23h45, c'est un peu tard, mais il y a aujourd'hui désormais le replay, hein, c'est la télévision moderne. Et vraiment, je disais avant que vous n'arriviez que même si vous en avez marre de Mitterrand, parce que c'est vrai que là, depuis hier, on est un peu abreuvé de commémorations. Il faut regarder absolument ce documentaire parce que c'est au-delà du personnage. C'est une époque, c'est la télévision, c'est le rapport de Mitterrand avec la télévision. Comment vous avez eu cette idée, cet angle? Vous avez été son conseiller image, son réalisateur. J'étais pas un conseiller politique ni de premier rang. J'étais un conseiller image. Je faisais que ça. Et il détestait la télévision, comme vous savez au début. Il détestait. La première fois que je le rencontre, c'était au Congrès d'Épinay en 71. Vous voyez, j'étais plus jeune que ça. Et je cherchais quelqu'un pour le détendre un peu, ou je sais pas quoi. Et c'est moi. Et dans la voiture qui nous mène à la télé, là, je déteste ces yeux noirs qui me fixent comme ça, angoisse. Je me suis dit, je suis bien barré, moi, s'il me prend comme conseiller pour la télé, je suis bien barré. Et ça a duré 25 ans quand même. Alors, vous dites, c'est l'un des maîtres de la communication télévisée. Il l'est devenu. Et il a compris qu'on pouvait se servir de la télévision et de la valeur des plans et qui il faut regarder quand on parle, comment lui parler. C'était un homme d'un temps avant, des meetings, des préaux, il était extraordinaire. Oui, c'est ça. Mais c'était pas un homme de télévision. Et il échoue. Moi, j'ai découvert qu'il échoue à cause du premier débat télévisé. Ah oui, clairement. Le débat de 74. Terrible. Moi, j'y étais, là, déjà. Et là, comme il voulait pas entendre parler de répétition, de règles, de machin... Il faisait pas de média training, c'est la question que je me suis posée. Média training, il ne comprenait même pas le mot. Mais non. Il n'y en a jamais eu sur ces débats. Il y en a eu une fois en 81, où chez Laurent Fabius, où Laurent Fabius jouait le rôle de Giscard. Il jouait le rôle de Giscard. Et il était tellement énervé de faire ça. Il posait des questions économiques très pointues. Et l'autre l'a appelé Laurent Giscard d'Estaing. L'autre, enfin Mitterrand. Et moi, il m'a appelé Serge Fellini. Vous voyez le genre de climat. Et puis il est parti. C'est la seule répétition qu'on ait eue. Mais par contre, il a accepté nos règles, édictées par Robert Badinter d'une manière juridique et par moi d'une manière technique. Mais il n'y avait pas d'éléments de langage, de mots publicitaires préparés par vous ou par les gens de la publicité? Ça dépend à quel moment. D'accord. Non, ça dépend à quel moment. Par exemple, en 81, on a fait L'homme du passif en parlant de Giscard d'Estaing. Vous disiez que j'étais l'homme du passé, maintenant c'est vous qui êtes l'homme du passif, je suis désolé. Vous voyez, ça c'était écrit. Ah bah bien sûr. Non, ça bien sûr c'était écrit, mais c'est des petits trucs, c'est ce qu'il pensait, c'était pas, on n'a pas... Bien sûr. Il a retourné la situation de 74 en 81. Il y a des archives absolument incroyables, vraiment. On redécouvre une autre époque. Je crois qu'on a le son, le premier son que je vous ai demandé, Gilles. Je sais pas si vous l'avez. Je ne l'ai pas, le son de Roger Perfit, qui dit l'opposition n'a pas, en gros, il n'y a pas de raison que l'opposition ait droit à la parole. C'est incroyable. Le ministre de l'Information qui dit ça. Le ministre de l'Information qui dit ça. Vous vous rendez compte, dans un pays démocratique? C'est un truc absolument dingue. Et puis, mais il va faire lui-même ce que fait Perfit quand même. Non. Bien sûr que c'est qu'il intervient tout le temps à la télévision, il va... Non, mais il y avait... Moi, je me souviens, j'étais patron de chaîne 6 ans. Et honnêtement, quand je suis parti... Il a placé ses pions. Non, mais moi, j'étais un pion, d'accord. Vous avez... Oui. Mais un pion qui travaillait à la télévision depuis qu'il avait 19 ans, quand même. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime. Ça non, parce qu'il y a pion et pion. Oui, il y a pion. Et j'ai pas viré de gens. Vous vous rendez compte, en 6 ans de... Vous imposez Guy Lux. Ah oui. Alors vous imposez. Alors c'est le début de la pipolisation. Moi j'ai été fasciné par ces images en noir et blanc forcément de François Mitterrand qui reçoit chez lui avec Daniel à table. Ça se faisait absolument pas à l'époque. Ça se faisait pas. Mais non. Mais alors ça comment il avait pourquoi il avait accepté ça? Il a compris qu'il fallait changer. Et par exemple, pour moi, le vrai changement radical, c'est quand il a parlé de la peine de mort au micro d'El Kabbach et de Duhamel. Enfin, sous la caméra. Là, j'ai le son, madame. Alors, on va écouter. Ah, pardon, oui. Ah non, ça tombe bien, plutôt, oui. Le son, oui, effectivement. Le son de la peine de mort. Sur la peine de mort. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'Église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort.
Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Ouais. Ça, c'est un moment extrêmement fort. Mais pour moi, c'est un moment formidable parce que, à mon avis, c'est là qu'il est devenu président de la République. Ouais. C'est-à-dire, je parle contre l'opinion publique, mais je vous parle avec mon cœur, et les Français ont entendu battre son cœur pour une des premières fois. C'était vraiment formidable. C'est très fort, hein, quand on voit ces images, il y a une puissance, absolument incroyable. C'est improvisé. C'est totalement. Après, c'est moins improvisé. Non, d'accord. Non, mais quand je dis la suite, c'est-à-dire là aussi, moi, je découvre ce que vous racontez sur ce deuxième duel télévisé, où lui pose 13 conditions, pas de plan de coupe, un réalisateur pour chacun, pour Giscard et pour lui. C'est pas lui qui les pose. Hein. C'est vous. C'est nous. C'est Badinter et moi. Ouais. Badinter sur le plan juridique, qui a écrit avec sa plume magnifique, et moi sur le plan technique. Mais il a accepté qu'on parle au clan de Giscard de tout ça. Mais c'est très important parce que le langage télévisé, c'est un langage. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais vous étiez assez visionnaire. Non, c'était mon métier. Oui, mais c'était novateur en tout cas. C'était nouveau. Oui, d'accord. Parce que Giscard n'avait imposé. Vous savez, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Bon, c'est pas mon bac, j'ai quitté les classes, machin, etc. Et je ne pensais qu'à faire du cinéma. J'avais rencontré Truffaut, j'étais... Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était ça. Donc, je lui ai dit, c'est un langage, la télévision. Il me dit, qu'est-ce que vous me racontez? Je dis, si, c'est un langage. Quand, par exemple, vous parlez à quelqu'un qui est à 50 cm de vous, c'est pas la même chose que si vous lui parlez à quelqu'un qui est 2 mètres. Donc, c'est pas vrai, c'est un langage. Le plan de coupe, ça peut démolir quelqu'un. C'est-à-dire, je parle, et vous vous dites, qu'est-ce qui est emmerdant, ce mec, ou je sais pas quoi. Ça peut, vous faites un geste comme ça, quel ennui profond, etc. Mais alors, est-ce que c'est de la triche? Non. Est-ce qu'on ne montre pas la réalité aux Français? C'est-à-dire, si on ne voit pas ces réactions, est-ce que vous... Une fois tous les 7 ans ou tous les 5 ans, ça vaut le coup quand même d'édicter des règles. Mais elles étaient acceptées par les autres. Mais c'est une forme de triche, on ne montre pas... si l'autre reçoit les coups et que vous mettez un plan de coupe de lui qui a du mal à réagir, c'est de montrer aussi qu'il peut être atteint ou qu'il peut... On sait qu'il peut être atteint, mais il ne faut pas qu'il coupe la parole de l'autre. Et après, on passe sur lui... Et il dit, mais c'était ridicule ce que vous avez dit, ou je sais pas quoi, faux. Mais il faut respecter une fois tous les 5 ans. Écoutez, regardez les chaînes d'infos continuent de ça. On passe son temps à ça, à montrer les plans de couple, les machins, etc. C'est vrai. C'est normal, c'est pas des présidentielles, mais les présidentielles, comme c'est le destin de la France, qui se joue chaque fois. Donc, quand même, quoi. Et puis, il y a cette anecdote formidable. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez racontée avant. Laquelle, oui, il y en a plein. Il y a celle du Panthéon, où vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Et vous dites, c'est 5 secondes. Ça paraît, quand vous êtes réalisateur, ça paraît un temps incroyable. Je ne sais pas où il était. Je me suis dit, je suis promis à un goulag social-déméocrate. En fait, il s'est passé quoi? Il a mal interprété un geste. On avait mis, avec Roger Hanin, etc. Oui, c'était Roger Hanin. On avait mis des jeunes socialistes qui... cachés derrière des piliers, qui tendaient des roses chaque fois et qui faisaient des gestes genre à gauche, à droite, tout droit. Il a mal interprété un geste et je l'ai perdu atrocement. Ce qui est le signe de ma maladresse légendaire. Et puis il y a énormément d'autodérision. Oui, il y a la table aussi. Non, il y a énormément d'autodérision. Il y a énormément d'autodérision. Il y a votre ton, ce qui fait que vous nous prenez par la main dès les premières minutes avec votre commentaire. Et puis... vous dites que vous n'êtes pas fier d'une chose, ce fameux dossier jaune. Oh, la honte. La honte. Ah non, vous avez vraiment honte? Ça m'amuse. Donc 40 ans après, ça amuse, mais j'en avais jamais parlé de cette histoire. Alors, racontez. Vraiment, d'accord. Bon. Donc il y a ce débat où il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. C'était juste au moment de l'époque de Bokassa. Des diamants de Bokassa, pardon. Et bien sûr, c'était le grand sujet autour de Giscard à ce moment-là. Et j'ai mis un dossier jaune bien en évidence devant Mitterrand. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, Mitterrand, je m'empresse de le dire. Et j'ai dit à mon homologue, le conseiller de Giscard, écoute, puisqu'on négociait la valeur des plans d'ensemble, gros plans, très gros plans, vous voyez, c'est une langue, hein, l'audiovisuel. Et je lui avais dit, à un moment, il doit sortir quelque chose de son dossier jaune, là, et j'ai besoin d'un très gros plan pour qu'on lise ce que c'est, etc.
Et il me dit quoi? C'est les dossiers de Bokassa? C'est les diamants de Bokassa? Je dis, arrête, écoute, tais-toi, on est entre confrères, là, on est entre collègues, arrête, tu vas pas me faire une scène là-dessus. Évidemment, il s'est passé ce que je souhaitais, c'est que 5 minutes après, tout l'Élysée était au courant. Ouais. Avec une panique à bord en se disant, ils ont un document sur les diamants. C'est un cauchemar, un document sur les... Non mais c'était affreux, un document pointu, quoi. Bon, et évidemment, il n'y avait rien. Et jamais, d'abord, Mitterrand n'aurait fait ça en plus. C'était un homme digne de ce côté-là, contrairement à moi. Mais simplement, j'avais dit à Mitterrand, si vous énerve trop pendant le débat, vous tapotez sur le dossier jaune. Ouais. Genre, attention, je vais sortir un truc. Ouais. Mais il me dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Je lui dis, écoutez, faites comme ça, vous verrez, ça va l'énerver. Voilà. Et ça a fonctionné. Oui. Et il l'a su, Mitterrand, après? Vous lui avez dit? Oui. Et alors, ça l'a fait rire ou... Oui, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, mais enfin, en même temps, petit mec, c'est Moati. Enfin, je pense. Ouais. Vraiment, non. Non, pas du tout. Et est-ce que l'exercice le plus compliqué en télé, c'est pas les vœux de chaque année? Vous avez aussi réalisé les vœux de chaque année. Est-ce que c'est pas un exercice... Il a un prompteur, j'imagine, le président? Il a un prompteur, et le dernier des vœux, magnifique, 31 décembre 94... je lui servis, moi, de prompteur. C'est-à-dire, je tenais entre ma bouche, entre mes dents, le texte. Mais non. Oui, parce qu'il était très mal, le pauvre. Ah là là. Et pour moi, c'était un moment bouleversant. Il allait très mal, il était dans son lit, une demi-heure avant les vœux, et il m'a dit, on répète, on se lève, etc. Aidez-moi à me lever. Enfin, bref. Et j'ai été très ému parce que, brusquement, ça se termine par les forces de l'esprit. Et les forces de l'esprit, c'était absolument ce qui nous avait unis dès 81, où on parlait chacun d'entre nous, lui et moi. Moi, je suis orphelin précoce, et lui, j'ai dit, je sens leur présence là, etc. Et lui me dit, je sens leur présence aussi. Ils sont enterrés au cimetière de Jarnac. Bon. C'est un moment très fort. Hein. C'est un moment bouleversant qui nous a scellés vraiment là. Et l'état-major de l'RTF, tout ça arrive à ce moment-là, et les pontes socialistes, dont je ne suis pas. Et il voit Mitterrand vachement ému avant d'entrer en scène. Et ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. Enfin, il m'engueule, quoi. Bon. Et là, Mitterrand répond, Serge m'a dit exactement ce qu'il fallait me dire, parce qu'il m'avait demandé si je croyais aux forces de l'esprit. J'ai dit oui, monsieur. Il a dit exactement. Et vous voyez, Mitterrand, c'était un homme sensible, c'était un homme intelligent, c'était un homme... Il savait bien que, comme avec un comédien, il ne faut pas parler de la scène qu'on va jouer. Il sait que c'est le débat le plus important de sa vie. Je n'avais pas eu dit attention, etc. Et non, il fallait transférer. Aller au fond de lui. Penser aux parents morts. Penser à tout ça. Oui. Et les forces de l'esprit, elles sont toujours là? Vous lui parlez de temps en temps ou pas? Moi, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Pourquoi j'ai fait ce film, vous croyez? Vous lui dites quoi? Qu'on va essayer de continuer son œuvre. Et c'est difficile en ce moment. Mais on va essayer de continuer son œuvre. C'est très important que ce pays ait plus de justice sociale, tout en étant dans la liberté, etc. Je suis persuadé de ça. Pardon, je veux pas vous faire de la propagande, là, mais je suis resté fidèle à Mitterrand, fidèle à sa mémoire, et fidèle à un parti où je suis entré gamin. Ouais. Mais oui, vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce parti, encore? C'est pas mon sujet. D'accord. Et je veux que ça reste... Oui, j'ai pas envie d'entrer dans leur lutte et tout ça, j'ai pas envie, je m'en fous. Mais mon père, quand je suis né, il était déporté et résistant, vous savez, un grand patriote français, mais déporté. Et enfin, déporté pour cause de résistance. Quand je suis né, il a annoncé la nouvelle en disant « Bonne chance aux futurs camarades ». Parce que c'était son avis de naissance, moi. C'est la chose la plus importante que j'ai gardée comme un talisman. Donc, depuis ma naissance, je sais que je vais être socialo. Mais ça ne m'a pas empêché d'être un type à peu près normal. À peu près normal. Il y a évidemment Collaro qui est évoqué, le Collaro Show, dans les... Enfin, Collaro, c'est plutôt Kermit la Grenouille. Le Bébête Show. Bébête Show. Voilà, il trouvait ça assez rigolo. Il dit une grenouille, tiens, j'aurais pas pensé, mais oui, pourquoi pas. Mais et il y a aussi le truc de Mourouzi assis sur le bureau. Et vous savez que là, ça a été formidable, cette truc de Mourouzi, là. Parce que les sondages ont grimpé après cette émission. C'est-à-dire qu'on a découvert un autre Mitterrand qui parlait Chébrand, etc. Ça faisait un peu préparé, je trouve, quand même, quand on revoit le truc. Je vous jure que non. Le Câblé, quand il répond... J'y étais, non. Je vous jure que... Il l'avait pas préparé. Non.
Non, ça, parole d'honneur. Puis moi-même, j'aurais pas compris, je crois. La fin, en tout cas, du documentaire est très émouvante, très puissante. Les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit, cette dernière image où il marche, où vous le suivez, ça donne la chair de poule. Franchement, moi aussi, en tournant, j'étais bouleversé. Je le vois s'éloigner, comme ça. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Oui, c'est ça. C'était quand la dernière fois vous l'avez vu? Là, 31 décembre 94. Ensuite, je l'ai vu sur son lit de mort, pauvre. Avenue Frédéric Leplay, où il était parti après l'Élysée. Et voilà, et c'est un grand bonhomme, vous savez. C'est un grand bonhomme. En tout cas, ce documentaire explique aussi comment il a rassemblé grâce à la télévision et comment il a pu, il a réussi à apprivoiser cette image qu'il n'aimait pas. Franchement, c'est un formidable documentaire. Vraiment, c'est. Vous savez, parfois on survole un peu, on a nos petits secrets. Et là, on est vraiment capté parce qu'on apprend des choses à la fois sur la télévision. Il y a l'ORTF, il y a tout ça dans ce documentaire. Merci beaucoup, Serge Moati. Moi, je regrette l'émission de France 5 de Serge Moati, les entretiens qu'il faisait à 18h. Riposte. Merci. Riposte, absolument. C'était une super émission. Merci Serge Moati. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes vraiment très très gentil. Mais c'est pas gentil, c'est sincère. Je pense que vous le sentez. Encore plus, c'est sincère, sinon on l'aurait pas dit comme ça. Ce soir, 23. Non, vous avez vu que je l'avais vu, que j'avais aimé. Ce soir, 23h45 et en replay Mitterrand et la télévision. Formidable. Merci à vous, Serge Moati.